Bonjour à tous, nous sommes lundi 12 juin et sûrement la gueule de bois pour certains des 80 candidats, enfin au moins. Il reste combien maintenant? 2, 8, il en reste 4. Donc il y en a un bon paquet qui ont la gueule de bois ce matin. Bon, c'est tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à ne pas se présenter. Bien, sinon, bien, on va parler effectivement de cette abstention monumentale pour la Guadeloupe. En France aussi, plus de 51% de gens n'ont pas voté, mais en Guadeloupe, 75% d'abstention. C'est un taux record, mais enfin, on va de record en record depuis 2012 à peu près. On parlera de ça avec Didier Létouche qui viendra vers 13h décrypter avec nous cette actualité politique, puisque le deuxième tour se prépare. Dans l'immédiat, nous allons recevoir Madame Valérie Larifla, bonjour. Bonjour. Qui est déjà avec nous. C'est la déléguée guadeloupéenne, en attendant d'être déléguée peut-être Antilles-Guyane, de 100 000 entrepreneurs. On va nous expliquer ce que sont ces 100 000 entrepreneurs, d'autant plus qu'il y a eu entrepreneurs lycée ce week-end, la finale. Et puis, nous aurons notre rubrique coaching de la réussite avec Muriel, comme d'habitude. Mais pour l'instant, on va voir les titres de l'information avec Mendy. Bonjour Danick et bonjour. Merci, effectivement, merci à vous également qui nous suivez en direct du ZCL donc, et de RHT Guadeloupe sur la 89.8 et 90.8. Voyons donc ce qui fait l'actualité en ce lundi 12 juin 2017. Et l'abstention l'emporte, comme disait Danick, au premier tour des législatives en Guadeloupe avec 25,6% de participation. Les Guadeloupéens ont donc choisi de ne pas choisir, et voilà, au premier tour des législatives, et peut-être attendre le second tour pour se prononcer. Nous sommes allés un petit peu à leur rencontre ce matin. Et également, le marathon Fitness Senior de la Guadeloupe revient pour la 6e édition. Ce fut une belle matinée sportive et d'échanges intergénérationnels. Et enfin, Saint-François, stade nautique de promotion. Et bien pour cette 7e édition de la fête de la voile, la Ligue guadeloupéenne de voile s'est associée cette année avec la ville de Saint-François pour offrir un bel événement aux Saint-Franciscains. Voilà donc pour les titres et on va démarrer avec l'invité. Oui, bien sûr, on va démarrer avec l'invité, Madame Valérie Larifla, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes la déléguée pour la Guadeloupe de 100 000 entrepreneurs. J'avoue qu'avant de vous voir, vous ne savez pas ce que c'était. Bon, c'est une association pourtant qui, au niveau national, existe depuis 10 ans, qui effectivement s'implante en Guadeloupe, depuis le début de cette année, qui mène des actions de sensibilisation en faveur des jeunes à partir de la 4e, donc entre 13 et 25 ans, des actions de sensibilisation en faveur de l'entrepreneuriat. Nous travaillons avec des entrepreneurs de façon optimale, 100 000, ça serait un bon nombre d'entrepreneurs, pour pouvoir toucher l'ensemble des jeunes scolarisés ou non, puisque nous travaillons également avec les missions locales et avec d'autres organismes qui accueillent des jeunes entre 13 et 25 ans. Alors quand vous dites sensibiliser, c'est dans quel sens la sensibilisation? C'est les emmener vers l'entreprise ou bien les faire comprendre les réalités de l'entreprise ou tout ça à la fois? C'est un peu tout cela. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur faire toucher du doigt ce qu'est une entreprise, ce qu'est entreprendre. Et pour ce faire, donc, nous travaillons avec des entrepreneurs qui viennent témoigner de leur parcours auprès de ces jeunes. Et c'est vraiment pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale et qui souhaitent créer leur entreprise, ça peut être une façon de les rassurer, de les motiver sur leur projet, et pour d'autres, de connaître comment fonctionne l'entreprise et puis démystifier un certain nombre d'idées reçues autour de l'entrepreneur, du chef d'entreprise et du monde. Alors ça va de la 4e jusqu'à la terminale? Jusqu'à Bac plus 5. Non, nous travaillons également donc avec les postes bac au niveau, donc ça peut être les grandes écoles avec les classes prépa. Au niveau universitaire également, nous menons ce même type d'action. Alors l'objectif, bien sûr, n'est pas encore de créer des emplois. L'objectif, c'est quand même de faire savoir aux jeunes qu'en dehors du salariat, il y a également l'entrepreneuriat et qu'ils peuvent avoir la main sur leur activité, leur création d'activité. Donc, à terme, nous souhaitons que parmi tous ces jeunes qui auront été sensibilisés, certains vont pouvoir créer des entreprises. Ouais, donc, il s'agit plutôt de créer des entreprises que de rechercher de l'emploi chez
des entrepreneurs. Mais tout le monde n'a pas vocation à créer son entreprise, donc certains vous le feront, et puis d'autres seront quand même mieux armés pour aborder le monde de l'entreprise. Et s'ils l'abordent en tant que salariés, ils sauront déjà comment fonctionne l'entreprise et auront, j'espère, des relations beaucoup plus aisées avec le chef d'entreprise. Au fil des années, on commence réagissent les gamins, d'abord ceux qui sont des gamins, ceux qui sont en quatrième, et puis après troisième, comment ça se met en place. Est-ce que ce sont des stages qui se font dans l'entreprise clairement, ou alors uniquement une visite et puis c'est tout? Alors, tout d'abord, l'action, c'est vraiment une action de sensibilisation. Donc, nous faisons intervenir dans les salles de classe les chefs d'entreprise qui témoignent donc de leur parcours. Cela peut après aboutir à des visites d'entreprise, à des stages, à des accompagnements pour un porteur de projet qui est en phase de création et qui veut se faire accompagner. Ça peut être aussi avec le chef d'entreprise qui sera venu, l'occasion de se faire accompagner. Donc, de la démarche est diverse, mais le cœur de l'action de 100 000 entrepreneurs, c'est vraiment de sensibiliser très largement et de faire connaître très largement aux jeunes que dès lors qu'ils ont des idées, ils sont tout à fait capables de les porter, de les faire mûrir et de les faire aboutir, soit sous forme de création d'entreprise, de création d'associations, parce qu'au niveau de 100 000 entrepreneurs, l'entreprise, c'est également l'association. Et entreprendre, c'est porter et gérer des projets. Donc, et vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise jouent le jeu? Ici, on a quand même, donc l'association existe depuis janvier 2017, et on a des entrepreneurs qui sont vraiment très, très désireux d'aller vers les jeunes, certains le faisant déjà de façon un peu empirique, et sont satisfaits de savoir qu'il y a une association qui permet de démultiplier leur action, et on a une réponse très, très positive des entrepreneurs. Vous avez à la fois deux patrons, entre guillemets, les patrons et puis l'éducation nationale, je veux dire l'académie. Alors, ce ne sont pas vraiment des patrons, moi je les considère comme des partenaires. Des partenaires, on va dire. Mais c'est effectivement, voilà, on est l'intermédiaire entre une demande qui émerge d'un enseignant de l'éducation nationale et une réponse à ce besoin qui peut être satisfaite. C'est vous qui allez chercher les patrons, vraiment les démarcher, c'est juste ce mot. Tout à fait. Donc, c'est le rôle de l'association et mon rôle au niveau de la Guadeloupe, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'ensemble des organismes professionnels, donc les syndicats professionnels, les associations, les réseaux d'entrepreneurs, et de leur faire savoir que l'association existe et de recruter, entre guillemets, en tout cas d'avoir un vivier d'entrepreneurs qui veulent, désireux d'aller à la rencontre des jeunes. Et ça fonctionne bien? Je veux dire, vous n'êtes pas débordé? Pour le moment, l'association prend ses marques. Donc, on a eu une première action phare autour de la Journée des droits de la femme qui a permis de sensibiliser 600 jeunes de collège et lycée pendant une semaine. L'objectif était de faire témoigner des femmes chefs d'entreprise dans les écoles et de faire savoir aux filles et aux garçons qu'entreprendre au féminin était possible. On a eu une très bonne réponse à la fois donc des enseignants qui nous ont reçus et des femmes qui ont témoigné. Et depuis, on a une demande constante. Alors, sachant que là, on aborde effectivement la fin de l'année scolaire, qui est une période qui va être un peu creuse et on a donc d'ores et déjà des projets à la rentrée avec le rectorat. Alors, il y a une autre initiative qui jouxte la vôtre, c'est Entreprendre en lycée, puisqu'on a eu ce week-end, je vais appeler ça la finale des projets. Vous intervenez aussi à ce niveau-là d'Entreprendre en lycée? Alors, tout à fait. Donc, Entreprendre en lycée est une initiative du rectorat, gérée par le rectorat à la région. Mais nous sommes en concurrence avec vous? Pas du tout, au contraire. Au contraire, on est en complémentarité. Dans Entreprendre en lycée, les jeunes lycéens et post-bac sont amenés à créer des mini-entreprises et à les gérer comme de véritables entreprises. Nous sommes en amont pour sensibiliser dès le collège ces jeunes et leur faire savoir que des initiatives comme Entreprendre en lycée existent justement. Et il n'y a pas du tout, il y a au contraire une très belle synergie entre
entre les deux opérations, l'une nourrissant l'autre. Et souvent les professionnels aussi, les parrains, les chefs d'entreprise qui accompagnent les mini-entreprises sont aussi des personnes qui interviennent à 100 000 entrepreneurs. Alors, le seul problème peut-être à entreprendre en lycée, c'est la finalité. Quand les enfants ils gagnent comme ce week-end un concours, on ne sait pas si l'entreprise verra vraiment le jour ou si ça restera à l'état de projet. Tout à fait. Donc c'est je pense, une réalité que les organisateurs de cette opération, de cette belle opération, en ont complètement conscience et ont décidé de donner, de permettre à certains projets de voir le jour de façon concrète. Et je pense que dans les mois qui viennent, nous pourrons, on entendra parler de projets qui ont été initiés dans le cadre d'Entreprendre lycée et qui maintenant seront concrétisés, c'est ça? Exactement. Ouais. Et là, il y aura quoi? Une modalité des financements? Comment ça va se mettre en place? Après, on va être dans un modèle économique réel. Donc, il va y avoir effectivement une recherche de financement sur la base d'un business plan. Il va y avoir une création d'entreprises réelles, puisque pour le moment, les mini-entreprises sont dans le cadre de l'action. Mais qui va gérer? Ce sera vous ou l'académie? Alors, pour le moment, c'est l'académie, avec un certain nombre de partenaires qui vont accompagner les jeunes et pouvoir structurer la mise en place de ces projets. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez délégué pour la Guadeloupe et que vous voulez étendre vos ailes de papillon jusqu'en Martinique. Voilà, mais c'est une action qui... En Martinique, il y a déjà des actions qui sont en faveur de l'entrepreneuriat via notamment une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, EPA. EPA existe également au niveau national. 100 000 entrepreneurs est partenaire d'EPA depuis de très longues années. Donc, de façon tout à fait naturelle, nous allons également nous déployer en Martinique en collaboration avec Entreprendre pour... EPA, ça n'existe pas en Guadeloupe? Non, on a Entreprendre en lycée en Guadeloupe. Ah, c'est deux actions similaires. Qui sont similaires, qui se visent à la mise en place de mini-entreprises par des jeunes avec un concours à la fin. Et donc ces actions de mini-entreprises sont des actions de réalisation concrète pour ces jeunes. Et nous sommes dans tous les cas en amont, donc en sensibilisation et en transmission d'un certain nombre de messages pour... Alors, votre action de cette année vient de se terminer il y a à peine une semaine. Quel est l'agenda pour la rentrée prochaine, pour la deuxième année? Alors, pour l'action de 100 000 entrepreneurs, donc nous avons de façon récurrente ces interventions d'entrepreneurs dans les salles de classe. Et nous avons aussi 2 temps forts pendant l'année scolaire. Le premier aura lieu en octobre avec une action qui concerne les jeunes issus des quartiers de la politique de la ville. Donc, il s'agit de toucher ce public et de lui faire savoir également qu'il a la possibilité de donc mettre pas des jeunes scolarisés, des jeunes non scolarisés. Les jeunes scolarisés, les jeunes non scolarisés, mais il y aura des jeunes également, le rectorat est partie prenante. Donc ça, c'est une action qu'on appelle la semaine de sensibilisation dans les quartiers. Et on renouvelle, donc ça sera la 6e édition au niveau national, la 2e en Guadeloupe, l'action autour de l'entrepreneuriat féminin, parce que le message autour de... Uniquement féminin, c'est peu discriminatoire. L'opération a lieu autour de la journée des droits de la femme, donc le message effectivement ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais et de faire savoir que on n'est encore pas suffisamment nombreuses en tant que femmes à monter des entreprises, alors qu'on en a tout à fait la capacité. Enfin, je sais pas, c'est vrai ça? Vous en doutez? Mais pas pour la capacité, non. Je dis, parce que je vois de plus en plus de femmes qui montent des entreprises. Oui, il y a effectivement un certain nombre de femmes qui le font, mais pas suffisamment. Oui. Et on a encore du côté de la gente masculine quand même une certaine réticence et un regard un peu méfiant vis-à-vis de la femme qui entreprend. Oui. Donc c'est pour ça que le message s'adresse aux deux, aux filles et aux garçons.
et qu'il est par contre axé vraiment sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous savez que le responsable de cette chaîne de télévision, c'est une femme? Ah, mais c'est très bien, donc elle pourra venir témoigner. Comme à Guadeloupe Première d'ailleurs aussi. Oui, vous voyez, voilà. Donc il y a effectivement des femmes qui entreprennent, il y a des femmes qui ont des positions très, très, très haut placées, c'est légitime, mais il reste encore quand même un très fort... Et si on se réfère à l'actualité, vous verrez que pour les prochaines législatives dimanche prochain, il y a 3 femmes. Qui sont, il y a une à Trois-Rivières, enfin dans la région de Bastien, en 4e, et puis 2 autres de l'autre côté. Ça prouve même dans la 2e circonscription. Oui, que les femmes sont très actives. Oh, on est présente, mais on a encore... et là, je suis en minorité. La réalisatrice est une femme, la journaliste, la co-présentatrice est une femme. Vous voyez, voilà, donc vous êtes bien entouré. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. En tout cas, Madame Larifla, on vous remercie d'être venue. Et puis, merci de m'avoir invité. En octobre, on espère avoir de vos nouvelles. Mais oui, mais je reviendrai vers vous. J'espère que vous me réinviterez. Ah ben, volontiers, ça se passe tellement bien. Bon, mais très bien alors, merci. Il est 12h et presque 50 minutes. On remercie Madame Larifla et puis on va tout de suite tomber dans l'actualité la plus brûlante. C'était donc avant-hier, le premier tour d'élection législative. Je l'ai dit vers 13h. Non, mais on va en parler tout à l'heure. Avant ça, il y a autre chose. C'est un rappel et je dis que vers 13h, Didier Détouche viendra nous parler, nous décrypter un petit peu ces élections, aussi bien en Guadeloupe qu'en France, voir un peu la vague Macron, ce que ça représente là-bas. Et en Guadeloupe, parce qu'il y a une vague Macron, il y a peut-être une vague d'abstentionnisme. Voilà. Mendy, c'est à vous. Oui, on va commencer avec cette brève. La colère chez les marins-pêcheurs. Vous voyez donc les images après la saisie hier matin de la cargaison d'un bateau Pointe-Trois revenant de Saint-Barthélemy. En effet, Yvan, propriétaire du bateau, était attendu par les gendarmes à la Darse de Pointe-à-Pitre et il s'est vu ces quelques 800 kilos de poissons rejetés à la mer au motif qu'il aurait pratiqué du transbordement illégal. Or, selon lui, seuls 20% provenaient d'un transbordement illégal à partir de l'île du Nord. Les pêcheurs condamnent cet acte des forces de l'ordre et ne comptent pas en rester là. On va pouvoir entendre justement les propos de ce pêcheur qui a été donc malheureusement vu toute sa cargaison, toute sa marchandise jetée à la mer et visiblement les marins pêcheurs ne comptent pas en rester là. On voit donc ces images et on va entendre ces propos dans quelques minutes. Et de voir ce poisson-là, ça, tout à l'heure, on va le jeter là-bas, ça va commencer à flottiller. Moi, je me demande, c'est quoi ça? Est-ce que c'est pas la pollution, ça? Voilà. Ça, c'est pour ça. Et là, on doit faire une enquête sur ça, parce que là, voilà, il faut noter ça. Parce que tout ce poisson-là, je me demande où est-ce que vous allez jeter, puisque ça va commencer à flottiller, ça va sentir, et ça va polluer encore la mer. Voilà, comme il le disait, une cargaison qui a été jetée à la mer, mais qui va rester à la surface. Franchement, les gendarmes sont nuls. Un peu de gâchis, quand même. Dire 800 kilos de poissons jetés, alors qu'on pouvait trouver une autre solution. Absolument. Que les jeter à la mer. Enfin, absolument. Bon. Ouais. Voilà, on reviendra évidemment sur ce... On invite le syndicat des marins pêcheurs à venir s'exprimer sur cette question. Je trouve ça stupide, vraiment. Voilà. Donc on peut continuer ou alors on passe à la page de publicité. Il est 12h49, c'est 49 bien ça minutes, donc on peut. Oui, on peut. On le disait, donc un record... Un record de l'abstention, je le disais en titre, l'abstention remporte au premier tour des législatives en Guadeloupe avec 25,6% de participation. Les Guadeloupéens ont choisi de ne pas choisir au premier tour des législatives et peut-être d'attendre le second tour pour se prononcer face aux duels qui sont sortis des urnes ce samedi. On rappelle, près de 82 candidats étaient donc en liste. Entre l'incompréhension, le désintéressement ou encore le nombre trop important de candidatures, les Guadeloupéens s'exprime justement sur cette faible participation au micro de Maxime Morel et Anne-Elisabeth Arsène. C'est-à-dire les politiciens dégoûtent le peuple là. C'est fou, vraiment. Nous dégoûtons. Moi-même, je vais voter. Moi-même, personnellement, je vais voter. Regardez ça bien, franchement, nous dégoûter. Là, ouais, directement, il va falloir mettre pour les retraités, qui pas rien pour les retraités. C'est qui est lié, ça dégoûte. Franchement, c'est tout ça en bête. La politique a dégoûté. C'est parce que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues, de sorte que les gens sont déçus et que ces messieurs sont très bien payés avec un salaire mirobolant et qu'on devrait revoir d'ailleurs comme en Suède, par exemple, et qui se soucient davantage de l'intérêt des habitants. Donc je crois qu'il y a une lassitude de cette classe politique
et qu'il faut effectivement qu'ils y remédient, qu'on renouvelle les vieux chevaux de bataille. Parce que je n'ai rien compris, c'est pas, ils n'ont pas assez bien expliqué à la population déjà. Alors du coup, on ne sait pas, au lieu d'aller voter pour se faire embrouiller quelque part à l'autre, alors il vaut mieux rester. Voilà, et là j'attends au deuxième tour. J'attends, j'écoute dans la semaine et puis je vais voir si je comprends mieux et j'irai. Et si je n'ai rien compris, je resterai chez moi. Les élections législatives, je me suis beaucoup moins intéressé parce que peut-être que effectivement, pour nous, au niveau du ressenti, ce serait peut-être moins important. Malheureusement, non. Hein, je pense que c'est ce qui fait que parfois la gauche pourrait être au pouvoir et la droite pourrait être au pouvoir ou encore inversement. Donc voilà, c'est ça, c'est un désintéressement total et je pense que bon, les politiciens devraient faire un travail de fond à ce niveau-là. C'est tout, il n'y a pas que les présidentielles. Voilà. On n'a plus confiance en la politique, donc je pense que c'est pourquoi en fait qu'il y a eu autant d'abstention. On nous fait des promesses et on ne tient jamais. Et puis je pense que voilà, la population en a marre, puisque voilà, on a l'impression d'être lésé par rapport à tout ce qui se passe en fait. Et on n'a plus foi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Eh bien, la multiplicité des candidats. Et puis, on a déjà tellement été échaudés par les politiciens qu'on se méfie. Personnellement, je n'ai pas voté, je ne voterai pas au Toronto. Voilà, vous l'avez donc entendu. Voilà. Les gens n'étaient pas très motivés. Hein, pas très motivés, je me demande même si... D'ailleurs, le chiffre qu'on donne de 25%, oui, 25,6 de participation, il n'est même pas vrai. Parce qu'il faut compter les non-inscrits. Oui. Donc ça doit tourner à participation réellement aux environs de 19,5 à peu près. C'est-à-dire que les gens qui vont être élus aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, ils sont représentatifs de quoi? De à peine 15 à 16% de l'électorat, c'est-à-dire pratiquement pas légitime. Moi je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû le dire là. Il faudrait que les politiciens se posent des questions sur leurs relations avec les citoyens, parce que j'ai comme l'impression que ça va de plus en plus mal, et pas seulement en Guadeloupe. Effectivement, mais de toute façon, on verra tout ça avec le décryptage de Didier Détouche qui arrivera dans un instant. Voilà, donc c'est l'heure de marquer la page publicité, il est midi et 56 minutes, donc on revient avec Didier Détouche et on terminera avec la chronique coaching de la réussite avec Muriel Jean-Jacques. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT. Il est un peu plus de 13h04, disons 5, allez, pour le même prix, c'est 4 ou 5. Et on va faire un rappel des titres. On attend toujours des touches, je vous l'ai dit. Avec lui, on va faire un décryptage de cette élection, ce premier tour des élections législatives de dimanche dernier. En attendant, retour sur l'actualité avec Mendy, un rappel des titres. Et oui, je vous le disais, l'abstention remporte donc au premier tour des législatives en Guadeloupe avec 25,6% de participation, voire moins. C'est bien, les Guadeloupéens ont choisi de ne pas choisir au premier tour et peut-être donc d'attendre le second tour pour se prononcer face aux duels qui sont sortis des urnes ce samedi. Et le marathon fitness senior de la Guadeloupe revient pour la 6e édition. Ce fut une belle matinée sportive et d'échanges intergénérationnels. On verra les images dans quelques instants. Et enfin, on terminera avec la 7e édition de la fête de la voile. C'était donc à Saint-François, un stade nautique de promotion maintenant et cette commune, puisque la Ligue guadeloupéenne de voile s'est associée cette année avec donc la ville pour proposer un bel événement. Et donc en attendant notre invité, on va poursuivre donc dans l'information avec la méthode 3I, un espoir pour l'autisme. L'association Tous avec Chloé tenait une rencontre pour livrer son témoignage sur la mise en place de cette nouvelle technique, cette nouvelle méthode 3I. Les parents de la jeune Chloé ont pu raconter un bout de leur histoire. Le public également pouvait donc intervenir avec une approche émotionnelle donc de leur séance. Les résultats ont été présentés par Audrey, qui est éducatrice spécialisée, et son constat des possibilités actuelles de Chloé entre avant et maintenant. Et il y avait également la présence d'Héloïse Bréfort, qui est psychologue venue tout droit de la métropole, qui détaillait la méthode 3I avec les résultats de la France. Un reportage signé Michel Terrasse. Je suis
Effectivement, donc maman d'une petite fille autiste qui a 7 ans. Elle est autiste depuis qu'elle a 3 ans. J'ai essayé plein de méthodes, j'ai essayé des hôpitaux et rien, elle ne progressait pas. Et donc on a essayé cette méthode 3I donc depuis 1 an et demi en Guadeloupe et on a vu des progrès, on a vu des résultats et donc on va continuer parce que j'espère que d'ici 2-3 ans Chloé pourra retrouver le chemin de l'école. J'ai envie de dire aux parents autistes que c'est vraiment compliqué, qu'on les comprend, qu'ils n'hésitent vraiment pas à nous contacter parce que voilà, moi je sais ce qu'on traverse quand on est parent d'un enfant autiste et que cette méthode peut être une solution pour eux. Et puis je veux dire aussi à toutes les personnes en Guadeloupe qui s'inquiètent en se disant mais l'handicap c'est compliqué et tout, c'est pas compliqué du tout, ce sont des enfants qui sont différents, qu'il faut comprendre et puis que voilà, si vous avez un peu de temps, vous êtes mamie, vous êtes papy, venez nous rejoindre pour jouer avec Chloé, comme ça vous verrez que ça se passe très bien. Je suis psychologue pour l'association Autisme Espoir vers l'école qui porte la méthode 3I, donc, qui est une méthode de prise en charge par le jeu pour des enfants avec des troubles du spectre autistique. Donc on s'est réunis ce soir pour témoigner des progrès de Chloé, une petite fille de 7 ans qui est porteuse de troubles du développement. Voilà, donc c'était l'occasion pour ses parents de présenter ses progrès, pour les intervenants de présenter leur expérience avec cette méthode de prise en charge, et puis pour ma part de vous présenter la méthode 3I. Donc la méthode 3I, pour individuelle, interactive et intensive. C'est donc une méthode de prise en charge par le jeu. Les parents qui désirent mettre en place cette méthode installent une salle de jeu à leur domicile et réunissent une équipe d'une vingtaine ou d'une trentaine d'intervenants bénévoles qui font partie de la famille, des amis ou de toute personne qui souhaite s'investir auprès d'un enfant avec des troubles autistiques. Donc l'idée c'est de venir consacrer 1h30 à l'enfant dans sa salle de jeu et de jouer. Donc on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour venir jouer avec Chloé, mais avec aussi tous les enfants avec des troubles autistiques qui font la méthode 3I. On joue, on s'amuse, on imite l'enfant. Donc là, les bénévoles de Chloé entrent dans son petit monde, la suivent dans ses centres d'intérêt, l'imitent et enrichissent progressivement le jeu pour essayer de sortir des jeux répétitifs, des rituels et des obsessions de Chloé. Et je vous le disais en titre, le marathon des seniors a eu lieu, c'était la 6e édition, une belle journée sportive et d'échanges intergénérationnels. Je propose de revoir ces images signées Michel Terrasse. C'est un peu une exception puisque nous faisons un intergénération, donc avec des enfants et des adultes. Donc on est au gymnase Valère Limby, on est samedi 10 et l'idée c'est de faire voir à toute la population que les seniors sont encore debout et qui font beaucoup d'activités physiques et sportives. Bien évidemment derrière ça il y a toute une organisation avec des animateurs de la Ligue Sport Santé, des bénévoles qui sont de l'association Gym en nous et puis vous avez bien évidemment une organisation par atelier. Donc on dit marathon fitness puisque vous avez des ateliers qui durent à peu près 30 minutes, des ateliers avec des élastiques, de la danse, on aura tout à l'heure des ballons. Et le clos du spectacle, bien évidemment, c'est la chorégraphie que nous faisons tous les ans avec les seniors. Nous avons aujourd'hui cette célébration qui se fait pour cette 6e édition. Nous pensons faire la 7e, mais déjà la 6e, tous les pratiquants sont enthousiastes et motivés pour cette édition. Il est certain qu'il n'y a pas que les pratiquants de notre association Gym en nous, mais vous avez aussi les pratiquants de d'autres associations qui sont là, puisque nous avons également des animateurs qui, toute l'année, dispensent des cours pour ces pratiquants-pratiquantes. Donc, ces personnes se retrouvent. Aujourd'hui, nous avons à peu près 500 personnes et il est certain que notre comité départemental a 1100 adhérents. Adhérentes, il y a aussi des enfants, il y a des juniors, il y a des enfants, il y a aussi également des seniors et des adultes. C'est d'utilité publique puisque c'est du sport santé. Par rapport à toutes les pathologies des personnes qui ont des problèmes d'obésité, d'hypertension artérielle, de diabète après cancer, puisque nous avons aussi gym après cancer.
Donc nous avons également des partenaires, l'ARS, la Sécurité sociale, tous ces organismes avec lesquels nous mettons en œuvre cette activité. Dès le début, nous avons eu un échauffement avec Sabine extraordinaire. Nous avons donc travaillé les genoux, les bras, tous les membres, les muscles, et ensuite nous avons dansé. C'était beau, et tous les ans c'est pareil, je trouve ça formidable. Ensuite, nous avons travaillé l'équilibre. C'est important quand on commence à prendre de l'âge, de tenir sur ses jambes. C'était très très bien, surtout pour les gens d'un certain âge, ça fait du bien, ça fait transpirer et puis on se retrouve. Et voilà, ça a été une bonne appréciation de faire cette organisation. Et encore un prix qui vise à valoriser un public généralement à la marge, les élèves des lycées professionnels. En effet, le prix Charles-Henri Salin, donc du prix littéraire remis par les marins pêcheurs, voit pour sa deuxième année la meilleure BD, reportage ou BD du réel de l'année sur le thème, cette fois, des droits de l'homme, remis par des lycéens professionnels. Deux classes donc des lycées de Port-Louis et de Morne-à-l'Eau y participaient. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'organisation de démocratiser la culture et de s'inscrire dans l'histoire et la géographie de l'archipel. L'an dernier, pour rappel, ce sont deux auteurs belges qui ont remporté le prix pour leur BD Arrigo. Partons maintenant à cette remise des prix qui avait lieu à Port-Louis, au lycée polyvalent de Nord-Grande-Terre. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Cet après-midi, c'était des élèves de lycée professionnel de Morne-à-l'Eau et Port-Louis qui ont participé à une belle aventure puisqu'ils remettent le prix de la meilleure BD reportage, catégorie droits humains, depuis 2 ans. Et ce prix s'appelle Charles-Henri Salin, en hommage à Charles-Henri Salin qui a été tué il y a un peu plus de 30 ans par un gendarme. Et avec l'accord de sa famille et son soutien, on a organisé ce prix pour qu'à la fois ces jeunes Guadeloupéens se réapproprient leur histoire et en même temps regardent le monde. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'ils ont récompensé une bande dessinée qui parle des droits des femmes en Égypte. Donc on est vraiment très heureux de voir que les jeunes dont on a souvent une image assez négative prouvent à beaucoup de monde, d'autant plus des lycéens professionnels qui sont capables de lire des bandes dessinées, réfléchir, s'engager. J'ai participé à ce concours tout simplement parce que Droits d'honneur, c'est un livre, en gros une BD, qui est censée attirer, faire rire. Et en fait, ça parle de viol, d'une femme qui a été violée. En gros, on représentait le fait que les femmes soient en dessous des hommes, soient considérées en dessous des hommes. Donc quand elle a voulu parler pour s'exprimer, personne ne la croyait en fait. Elle aussi, elle était considérée comme quelqu'un de pas de bien en fait. Donc j'ai voulu représenter ce livre-là parce que de nos jours, nous les filles, on se fait violer encore aujourd'hui. Donc je pense que cela concerne tout le monde, filles comme garçons. Donc aujourd'hui, à Port-Louis, j'ai été motivée par mon professeur de français, Madame Chingan, au lycée LPO Nord-Grande-Terre, qui m'a convaincue que ce livre était bien. Donc quand je l'ai lu, ça m'a passionnée. Et si je devais le relire plusieurs fois, je l'aurais fait. Donc c'est un prix qui me touche particulièrement parce que c'est un prix décerné par des jeunes. J'ai eu d'autres prix auparavant, c'était des prix décernés par la profession, des journalistes, des critiques d'art. C'est toujours valorisant effectivement, mais là particulièrement on est sur un prix, ce sont les jeunes qui l'ont lu, qui se sont appropriés, qui en ont parlé, qui ont débattu. Voilà, ça c'est quelque chose que je recherche, peut-être d'un point de vue un peu pédagogique, voilà, de transmettre ces choses-là d'abord aux jeunes. Et le fait que ça me revienne par eux, voilà, moi ça me ravit. Voilà, il est 13h15 et c'est l'heure de notre rubrique habituelle, notre chronique habituelle avec Muriel. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, générique et après on débute. Voilà, très bref ce générique, comment neutraliser la peur qui nous immobilise. Bonjour Muriel. Bonjour Dani. Comment on fait cette peur qui... L'autre fois c'était le stress, cette fois-ci c'est la peur. Oui, alors là on essaie... En fait c'est deux amis qui vont de concert, hein, la peur et le stress, faut dire. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui.
peut-être parce que je travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise ou des travailleurs autonomes, et c'est vrai que souvent ils veulent essayer de prévoir ce qui va se passer, et personne ne le peut. Et souvent, justement, lorsqu'il y a des craintes, des appréhensions par rapport à tout ce qui peut se faire au niveau de notre business, ce qui se passe, on est pris par la peur. Sauf que lorsqu'on est pris par la peur comme ça, on peut manquer des opportunités, puisqu'on est juste concentré sur tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas marcher. Alors aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en parler. Et puis en plus, ça ne se limite pas juste aux entrepreneurs, hein. On a les jeunes qui passent le bac aussi, très bientôt. Donc eux aussi, ils peuvent être pris par la peur. Et la peur, ça bloque, ça immobilise. On est mort de peur et on bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toutes les peurs qui immobilisent. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a une petite montée d'adrénaline qui va faire que pour certains, ils vont fuir, et d'autres vont être immobilisés, d'autres vont pas savoir quoi faire. Donc il y a le docteur, et psychologue, le docteur Jeffers, qui disait justement que la peur, c'est un mal endémique de notre société, et elle disait qu'il y avait 3 niveaux de peur. Donc il y a un premier niveau dont elle parlait. Donc c'est les situations par exemple rencontrées dans la vie, comme les soucis d'argent, la mort, la solitude, ou sinon on a les actions également à prendre, comme par exemple s'affirmer en société, parler en public. Ça c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau également qui correspond aux peurs qui dépendent d'une situation extérieure. Plus haut, plus bas, Alors ça commence à monter en fait. Oui, donc il y a le succès, les échecs, et puis ensuite après on a le dernier niveau qui concerne le fait de ne pas arriver à faire face aux choses. Alors ça peut être faire face au travail, au changement de carrière, ce genre de choses, ou aux examens par exemple. Donc là aussi c'est des peurs qui peuvent être impactantes, surtout si on se laisse contrôler par elles au niveau émotionnel. Parce que c'est ça en fait le problème, c'est que nous créons notre propre réalité, et souvent on peut rendre les choses beaucoup plus négatives et beaucoup plus néfastes qu'elles ne le sont en réalité. Donc il va falloir faire attention justement aux émotions qu'on va créer. Alors comment justement reprendre la main, qu'on ait peur, qu'on ait un coucou de stress? Alors c'est sûr que ça va dépendre de tout un chacun, mais je dirais que finalement il faut prendre conscience déjà d'une part que inconsciemment ou consciemment nous créons notre propre réalité, et que finalement nos émotions, nos actions, c'est nous qui sommes créateurs de nos actions, de nos pensées, de notre vie. Donc si effectivement on se laisse envahir, il y a des moments où on ne peut plus avancer dans notre vie. Donc il y a une première chose qu'on peut faire, c'est déjà identifier la peur qui nous paralyse, voir un petit peu les conséquences, quelque part j'appelle ça le pire scénario, et puis ensuite après passer à l'action. Mais souvent on n'arrive pas à passer à l'action. Quelquefois on est vraiment bloqué. Exactement. Alors, si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand on n'arrive pas, je dirais qu'il faut arrêter de s'auto-flageller, parce que déjà dans un premier temps, souvent on va avoir des personnes qui vont se dire ah oui mais je suis tellement mauvais, j'y arrive pas, alors que d'autres y arrivent. Donc faire attention avec les reproches, un peu ralentir les reproches sur soi. Et puis soyez aussi conscient des moments où vous vous victimisez, parce que souvent également on commence à se victimiser, ça nous empêche de voir les solutions qui sont offertes à nous. Donc là également il va falloir faire attention à ça, et lorsqu'on se victimise, s'arrêter et prendre conscience de ça pour arrêter de le faire. Et puis rechercher aussi les facteurs qui nous empêchent d'agir. Alors ça va être aussi, ça va nous permettre de mettre en lumière finalement les déclencheurs de notre peur. Et finalement à la fin, je dirais, prendre conscience qu'on a une infinité de choix, et que ça va vraiment dépendre de nous de choisir ce qu'on a autour de nous. Donc à ce moment-là, aller avec le choix qui nous fait nous sentir le mieux. Et Muriel, à ce moment-là, quel est le rôle du coach? Alors le rôle du coach, c'est justement lorsqu'on a un flux d'émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est de canaliser un petit peu ces émotions pour vous permettre de passer à l'action. Donc ça c'est vraiment le but du coach. Mais ça se fait en séminaire, mais ça se fait en live? Ça se fait en séminaire, ça se fait en live. Donc bien sûr, si les gens veulent faire en live, ils peuvent toujours me contacter. Mais également, ils peuvent aussi, lorsqu'il y a des prochains séminaires... vous voulez dire, Muriel, j'insiste, c'est-à-dire que
les gens qui ont peur en général dans la vie professionnelle ou artistique, etc., ils viennent chez vous en séminaire? Ils peuvent venir en séminaire ou ils peuvent venir en coaching également. Donc on travaille par exemple la peur de parler en public. Ça c'est une des peurs qui revient le plus souvent, les phobies comme ça de parler en public. J'ai eu aussi des peurs comme le mal des transports. Là ces derniers temps j'ai pas mal de clients qui viennent pour ça. Donc que ce soit en avion, en bateau. La peur de la mort également. Il y a ça également qui peut surgir par exemple lorsqu'on a... Tout le monde a peur de la mort, non? Pas tout le monde. Ah bon? Non, ça dépend de sa façon de voir les choses. Il y a certaines personnes qui voient la mort pour un autre commencement, une autre partie de vie qui commence. Il y a d'autres personnes qui le voient comme une fatalité, donc quelque chose de triste. Il y a d'autres qui le voient comme quelque chose de gai, parce que la personne a accompli sa mission et finalement elle va quelque part d'autre. Une dernière peur, la peur de perdre son job. Alors là aussi c'est quelque chose qui revient souvent et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de professionnels acceptent beaucoup de choses dans leur travail parce qu'ils ne voient pas forcément d'autres opportunités. Donc ils préfèrent accepter beaucoup de choses plutôt que de perdre leur job. Donc si je comprends bien, perdre son job ou avoir peur de mourir, c'est grave ou moyennement grave? Ça dépend pour qui en fait. Et perdre sa femme ou son mari? Ben là encore, ça dépend pour qui. Peut-être certaines pertes en deuil de mortalité ou perte départ. Ça, c'est deux choses différentes. Ça dépend aussi des gens, en fait, et de la relation qu'ils avaient avec leur conjoint. D'accord. Il est 13h23, Mendy. On va faire une page de pub ou on prend le dernier sujet? On va parler de la fête de la voile, je vous le disais donc en titre, Saint-François, stade nautique de promotion. Et bien pour cette 7e édition, la fête de la voile donc s'est associée entre donc la Ligue guadeloupéenne de voile avec la ville de Saint-François. La base nautique, le yacht club et le club nautique animaient différents plans d'eau de Saint-François afin de faire de ce week-end une véritable vitrine de promotion et de divertissement pour les plus petits comme les plus grands. Un reportage signé Michel Terres. La situation d'aujourd'hui, c'est la 7e édition de la fête de la voile, à laquelle on a combiné la 2e édition de la voile solidaire, dans le but de permettre à toute personne, présentant un handicap ou non, valide ou non, de pouvoir faire de la voile et pouvoir profiter d'un plan d'eau qui est le lagon de Saint-François, grâce à qui nous pouvons développer cette activité aujourd'hui et surtout la pratique de l'handivoile. C'est une association qui avait perdu, aujourd'hui c'est la 7e édition, qui avait eu du mal à se lancer pendant quelques temps, qui avait été un peu abandonnée. Et aujourd'hui que la nouvelle équipe de la Ligue de voile a décidé de mettre en place dans le but de pouvoir justement la fidéliser chaque année avec différents clubs et différentes villes pour pouvoir promouvoir cette activité partout sur la Guadeloupe. Aujourd'hui nous sommes à environ un peu plus de 2000 licenciés qui seront complétés cette année par des personnes handi qui vont pouvoir s'inscrire à développer cette activité au sein de différents clubs de la Guadeloupe. Je suis au club à Sainte-Anne chez Antz, à la plage de la Galba. J'ai commencé la planche en 6e il y a environ 4 ans. Et maintenant, vu que j'ai bien aimé, je me suis inscrite dans le club et je fais des compétitions. Je ne sais pas encore où je vais aller, mais je compte aller jusqu'où je peux. Et bien, en tant que parrain de l'événement, c'est vrai que ça fait plaisir d'être honoré comme ça, en fait, de représenter la voile de manière générale. C'est sympa, ça fait plaisir en fait, de voir autant de jeunes, autant de parents impliqués en fait, dans le milieu et de voir qu'il y a de la relève. Là, ce matin, il y avait l'initiation planche à voile, de stand-up paddle, optimiste, catamaran. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa de retrouver autant de jeunes sur l'eau. Moi, ça fait longtemps, je suis né ici, j'ai commencé ici à l'âge de 5 ans. Enfin, j'ai toujours été dans l'eau grâce à mon père, enfin à mes parents. Et puis après, la planche à voile, c'est une passion qui est restée. Qui est resté depuis longtemps et à force de faire des compétitions en Guadeloupe, en France et à l'international, du coup c'est devenu mon métier. Quand on m'a choisi comme parrain, j'ai eu des bons résultats dernièrement, j'ai eu des bons résultats pendant les 3-4 dernières années avec 2 titres de champion du monde, 2 titres de champion de France. Donc je sais pas si c'est moi qui ai choisi ou c'est eux qui ont choisi. Mais je suis très honoré en tout cas de l'être. Voilà, il est 13h26 avant de prendre la dernière page de publicité et en attendant Didier Détouche qui devrait nous rejoindre. Un dernier rappel des titres avec Mendy.
Oui, on le disait, l'abstention qui l'emporte donc au premier tour de ces législatives en Guadeloupe avec 25,6% de participation. Les Guadeloupéens ont choisi d'attendre le second tour pour se prononcer face au duel sorti des urnes ce samedi. Et nous l'avons vu également, le marathon fitness senior de la Guadeloupe est revenu pour sa 6e édition. Ce fut une belle matinée sportive et d'échanges intergénérationnels. Et enfin, on vient de le voir également, Saint-François, stade nautique de promotion pour cette 7e édition de la fête de la voile. La Ligue guadeloupéenne s'est associée cette année avec la ville de Saint-François afin de faire de ce week-end une vitrine de promotion et de divertissement pour les plus petits mais également pour les plus grands. Alors voilà, si vous voulez neutraliser la peur qui vous immobilise, on en a parlé tout à l'heure avec Muriel, vous avez la possibilité de revoir l'émission, la chronique sur le www.zcl.tv ou alors sur le site carrément ou le Facebook de Muriel, Carutera, c'est bien ça Muriel.com, voilà, merci. À tout à l'heure après la pub, j'espère avec Didier.